Surmonté par 2 statues de soldats français et une de soldats américains, le monument de Navarin rend hommage aux morts des armées de Champagne. Un front sans obstacle naturel, favorable aux grandes offensives, théâtre de 4 batailles de la Grande Guerre. Dans notre collection des histoires 14-18, nous avons raconté ces batailles, mais aussi la vie quotidienne, les grands personnages et les inconnus qui ont marqué cette guerre. Aujourd'hui, nous vous proposons de redécouvrir une partie de ces histoires dans une approche thématique. Sur cette terre de Champagne qui a vu passer des soldats de plusieurs nationalités, nous évoquerons le rôle des étrangers pendant le conflit. Nous parlerons aussi de celui des femmes dans cette guerre totale qui a mobilisé toutes les énergies et transformé en armes de guerre des technologies nouvelles comme l'aéronautique. Pour nous accompagner sur ce champ de bataille, Jean-François Boulanger, professeur agrégé d'histoire et doyen honoraire de la faculté de lettres et sciences humaines de Reims. Nous nous trouvons à Saint-Hilaire-le-Grand, c'est un morceau de Russie en France. Jean-François, ce lieu témoigne d'une histoire extraordinaire, celle du corps expéditionnaire russe. Absolument. Tout commence en décembre 1915. Les Russes ont besoin de matériel militaire, les Français ont besoin de soldats. Et donc il y a un accord entre les 2 pays. Les Français donnent du matériel militaire aux Russes et les Russes envoient des soldats en France. Et donc c'est comme ça que 50 000 soldats vont servir du côté français. Ça a été une véritable odyssée pour que ces soldats arrivent en France. Ah oui, parce qu'il faut s'imaginer qu'ils partent de Russie d'Europe, ils traversent la Sibérie avec le transsibérien, ils prennent le bateau, Océan Pacifique, Océan Indien, on arrive à Marseille, on débarque, et là ensuite on va vers le front, on va se battre du côté de Suippes. Et dans ce secteur, il y a eu aussi d'autres nationalités qui ont combattu. Bien entendu, il y a également des Tchèques, des Italiens et aussi des Américains. Et l'engagement de ces alliés a varié en fonction des événements survenus pendant le conflit. Nos histoires 14-18 ont raconté comment certains pays, d'abord neutres, se sont engagés et comment d'autres se sont retirés. Le monde était en plein bouleversement avec l'émergence de nouvelles puissances, les États-Unis et la Russie soviétique. L'Amérique est un pays de migrants. Les plus nombreux sont les Allemands. Ils ont été des millions à franchir l'Atlantique depuis un siècle. En 1914, le pays reste neutre, mais il commerce avec la France et l'Angleterre. Le naufrage du Lusitania, coulé par un sous-marin allemand en 1915, provoque la colère. 120 passagers américains sont morts. D'autres drames suivent, l'Amérique menace. La marine du Kaiser Guillaume II limite ses attaques. En 1917, revirement, c'est la guerre sous-marine à outrance. L'opinion publique bascule. Les Britanniques attisent les braises. Ils révèlent le contenu d'un télégramme qu'ils ont intercepté et décodé. L'Allemagne propose au Mexique de se battre à ses côtés en échange du Texas, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Le président Wilson saisit le Congrès qui vote la guerre. La marine américaine est puissante, mais son armée ne compte que 200 000 hommes. La conscription est décidée. Les Samis seront 4 millions sous les drapeaux en novembre 1918. Dès leur arrivée en France, la vie des soldats russes s'assimile à un véritable enfer. Châtiment corporel généralisé, permission accordée au compte-gouttes, le climat s'envenime entre soldats et officiers. La Russie et son peuple sont également en pleine effervescence. En février 1917, la révolution éclate, balayant le tsar Nicolas II. Les soldats espèrent que le nouveau régime va alors vite les rapatrier chez eux, mais le gouvernement Kerensky, au contraire, entend bien continuer la guerre. Des soviets se forment alors et une déclaration des droits du soldat est même édictée. Plus qu'inquiétant pour l'état-major français qui craint une contagion des idées révolutionnaires et expédie ses soldats citoyens à La Courtine dans la Creuse, à 500 km du front.
Jean-François, on vient d'évoquer le cas des États-Unis qui étaient neutres au début de la guerre. L'Italie était dans le même cas. Cela n'a pas empêché pourtant des citoyens de ces deux pays de se battre aux côtés des Français. Oui, absolument. Dès le début de la guerre, on a vu des Italiens s'engager dans le camp français. Ça a été le cas, par exemple, des petits-fils de Garibaldi. Et c'est d'autant plus étonnant que l'Italie était, en 14, alliée à l'Allemagne. Sauf qu'il y avait un différend territorial important avec l'Autriche qui, elle, était aussi alliée à l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle les Italiens, finalement, sont entrés en guerre côté français. Et la mort des petits-fils de Garibaldi a été un argument pour dire aux Italiens « c'est du côté français qu'il faut se battre ». Ces Italiens s'engagent dans la Légion étrangère. C'est vraiment le réceptacle pour tous ces étrangers qui vont s'engager de la même façon? Oui, c'est prévu dès le départ. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on décide que les étrangers peuvent s'engager dans la Légion pour une durée indéterminée, la durée de la guerre. Et nombreux sont ceux qui vont le faire parce qu'on a besoin d'hommes. Il va y avoir des cas célèbres d'ailleurs. Ben oui, Annan Seeger, par exemple, côté américain. Brelles Sandrars aussi. J'attends les Américains, disait Pétain. L'arrivée de troupes fraîches a vraiment été une obsession pendant toute la guerre. Oui, pour les Français, parce que la France a une faible démographie. Mais si elle n'a pas d'enfants, elle a des colonies. Donc très vite, on a misé sur les troupes coloniales. Dès avant la guerre, le général Mangin parlait de la force noire. Et donc à partir de 1916, on voit arriver les troupes coloniales en masse sur le front français. Et elles vont jouer un rôle important à la fin de la guerre, notamment dans la défense de Reims en 1918. On a parlé de chair à canon pour ces troupes coloniales. Est-ce que c'est une réalité? Alors, c'est une réalité pas plus que les autres. C'est-à-dire que ce sont des fantassins. Et donc tous les fantassins ont été exposés à la mortalité guerrière, évidemment. C'est le cas aussi des paysans français, de quelques origines qu'ils soient. Et si on veut prendre une catégorie qui a été très touchée, mais qu'on oublie souvent, ce sont les instituteurs. Parce que les instituteurs étaient souvent des officiers de réserve, qui en fait étaient à la tête de ces groupes de fantassins. Ils étaient devant, donc ils ont été les premiers tués. Nos histoires 14-18 ont été pour certaines consacrées à l'engagement de ces troupes coloniales par les Français, mais aussi par les Britanniques, présentées comme une référence en la matière par la propagande. À la veille du conflit, les Français, obsédés par leur infériorité démographique, sont persuadés que l'Afrique noire pourra pallier ce déficit. L'idée ne fait pas l'unanimité auprès des responsables politiques. Le socialiste Jean Jaurès considérant même les Africains comme, je cite, des mercenaires instrumentalisés pour réprimer le prolétariat. Pourtant, en août 1914, le début de la guerre balaye toutes les réticences et les premières campagnes de recrutement débutent. Si certains Africains s'engagent volontairement, portés par l'idéal républicain d'égalité, d'autres sont recrutés sous la contrainte. Au final, 200 000 tirailleurs vont être mobilisés, dont 134 000 envoyés en Europe, les autres restant en Afrique pour conquérir les territoires allemands. Septembre 1914, l'armée britannique appelle en renfort sa lointaine colonie des Indes. Sikhs, Pendjabis, Gurkhas, au total 120 000 soldats débarquent à Marseille. Ils sont vêtus de simples uniformes en coton léger, bien trop léger pour affronter l'hiver dans la Flandre. Pieds gelés, pneumonie, la vie dans les tranchées boueuses fera plus de victimes que les combats eux-mêmes. Dès l'hiver 1914, le corps indien enregistre de lourdes pertes, surtout chez les officiers. La tradition leur impose d'être à la tête de leurs troupes lors de l'attaque. C'est l'hécatombe. Les pertes sont telles que la question du maintien des soldats indiens sur le front de l'Ouest se pose. Dès l'automne 1915, les rescapés du corps indien sont progressivement relevés direction le Moyen-Orient. Seules 2 divisions de cavalerie seront gardées en réserve dans le nord jusqu'à la fin de la guerre. Nous sommes à Suippes, dans le centre d'interprétation Marne 14-18, un espace qui s'intéresse plus particulièrement à la vie quotidienne pendant la guerre, celle des combattants, mais aussi celle des femmes. Pendant longtemps, elles ont été des oubliées de l'histoire, alors qu'elles ont joué un rôle, parfois au péril de leur vie, comme ce fut le cas pour les infirmières et les espionnes.
Mariana Hoffman, ou plutôt Sœur Basilide, est la supérieure de l'hôpital Saint-Jacques de Thann. Dans les premières semaines du conflit, la ville redevenue française subit de terribles bombardements. L'hôpital accueille sans relâche des dizaines et des dizaines de soldats français blessés. Le sang-froid de Sœur Basilide fait l'admiration de tous, et notamment du général Serret. Celui-ci décide le 7 février 1915 de citer à l'ordre du jour la supérieure de l'hôpital. Dans les semaines qui suivent, la discrète religieuse est accueillie avec les honneurs lors d'un court séjour à Paris en compagnie de jeunes écolières. Septembre 1914 dans l'île occupée. Une jeune femme d'une trentaine d'années porte secours aux blessés, alliés comme allemands. Louise de Bettigny est issue d'une famille noble mais désargentée. Elle a étudié à Oxford, parle anglais, allemand et italien, rare pour l'époque. Cela n'échappe pas au service secret anglais qui l'approche. En février 1915, Louise de Bettigny prend la tête d'un réseau d'espionnage sous le pseudonyme d'Alice Dubois. Ce réseau d'une centaine de personnes de toutes conditions sociales est très actif. Il fait passer des soldats alliés vers la Hollande, pays neutre. Il surveille les mouvements des troupes ennemies. Il transmet des photos des tranchées allemandes. Sang-froid, culot, vivacité, Louise prend des risques. Trop de risques. Le 21 octobre 1915, Louise est arrêtée en Belgique. Le 16 mars 1916, elle est condamnée à mort et finalement envoyée en forteresse en Allemagne. Jean-François, on vient de voir ce portrait croisé d'une infirmière et d'une espionne, des femmes qui ont vraiment été en première ligne, on pourrait le dire. Mais en dehors de ces cas qui restent rares, quel a été véritablement le rôle des femmes pendant cette guerre ? Ce rôle a été très important. Toutes les femmes ont été héroïques. Simplement, c'était un héroïsme tranquille, contrairement aux combattants. C'était celles qui travaillaient. Les premières, c'est celles qu'on ne voit pas, c'est les paysannes. Les paysannes à qui Viviani demande d'achever la récolte parce qu'on pense que la guerre va être courte. Et puis ensuite, il y a celles qui travaillent en usine. Celles-là, on a retenu davantage leur image parce qu'elles exercent des métiers qu'avant la guerre, elles n'exerçaient pas, bien entendu. Cependant, le nombre des femmes à travailler passe de 32% de la population active à 40%. Ça augmente, mais pas de manière significative. Donc, vous voyez, il ne faut pas majorer l'importance de ce phénomène. Pourtant, on a l'impression que c'est nouveau, ne serait-ce que parce qu'il y a des articles, des photos, des films où on vante le patriotisme de ces femmes. Est-ce que c'est ça vraiment qui les a motivées ? Non, ce n'est pas le patriotisme, ou dans des cas très rares, ce qui les a motivées avant tout, c'est simplement le fait qu'il fallait faire fonctionner normalement le foyer en l'absence du père de famille qui jusqu'alors assurait la subsistance de la famille. Donc la femme doit travailler. Est-ce que cette guerre, pour autant, elles ont eu un rôle, on vient de le dire, est-ce que ça a été un moment d'émancipation pour ces femmes ? C'était un moment d'émancipation, mais très limité dans le temps, parce qu'une fois la guerre terminée, la plupart de ces femmes retournent dans leur foyer. Les hommes reprennent leur place. Et donc il n'y a pas eu de mouvement radical d'émancipation des femmes à ce moment-là. Les femmes qui travaillent, ça se généralise essentiellement dans les années 1960, c'est-à-dire bien après. Juste pour l'anecdote, malgré tout, c'est à cette époque-là que des métiers du tertiaire et notamment le secrétariat se féminisent. Effectivement, les secrétaires deviennent davantage des femmes. Pourquoi ? Parce que ces femmes sont souvent des femmes de milieux aisés, instruites, mais des milieux qui sont paupérisés par la guerre, par l'inflation. Et donc on explique aux jeunes filles qu'il faut qu'elles travaillent et elles deviennent secrétaires. Ces femmes, elles ont joué un autre rôle, le soutien moral aux combattants. Les poilus n'ont pas tous une famille à qui correspondre. En janvier 1915, pour y remédier, une initiative se crée, les marraines de guerre, qui vont devenir des confidentes et parfois un objet de fantasme. Mais pour ceux qui sont en lien avec leur épouse, les lettres rassurent sur le bon fonctionnement du foyer, un réconfort particulièrement pour les nombreux paysans mobilisés. Restées sur les exploitations, les femmes doivent désormais soigner le bétail, récolter, vendre, acheter, dans l'angoisse permanente d'apprendre un jour le décès de leur époux qui leur prodigue quelques conseils par courrier. Conscients de leur rôle de gardienne du territoire national, les politiques, le président du Conseil, René Viviani en tête, les appellent dès le début de la guerre à achever les moissons et à ne pas oublier les travaux de l'automne. Progressivement, comme à l'usine où les ouvrières prennent leur marque, les femmes apprennent vite, à tel point que certains poilus s'inquiètent de ne plus trouver leur place une fois de retour chez eux. Malgré l'aide des enfants et des personnes âgées, la culture des champs s'avère épuisante.
Les chevaux étant réquisitionnés pour le front, certaines femmes se mettent même à plusieurs pour tirer elles-mêmes les charrues, comme sur cette photo qui fera le tour du monde et sera largement reprise par la propagande américaine pour vanter l'effort de guerre des Françaises. En tout, 850 000 femmes se retrouvent à la tête d'exploitation avec parfois des surprises où certaines paysannes améliorent la valeur des fermes et parviennent même à régler des dettes antérieures à la mobilisation. Une fiction d'époque raconte comment une marraine réunit un poilu, sa femme et sa fille enfin rapatriées. La famille du soldat comptera 25 000 filleuls à son apogée. Les premières marraines sont soutenues par la presse. L'Écho de Paris et La Croix créent leurs propres œuvres. Mais d'autres journaux flairent l'aubaine. Fantasio et La Vie parisienne ouvrent leurs colonnes à des petites annonces peu ambiguës, dessins suggestifs à l'appui. Les moralistes se déchaînent et le contre-espionnage s'en mêle. Et si les Allemands glissaient des agents secrets parmi les marraines? Les graphologues de l'armée traquent les traîtresses. Des petits malins, il y en a aussi parmi les filleuls. Certains collectionnent les marraines. Ils vendent leurs colis aux camarades moins débrouillards. Les officiers enchaînent les aventures. Les aviateurs sont très prisés. Compagnie trop précieuse, les marraines ne seront jamais interdites. Et c'est à l'est du front de Champagne que nous poursuivons notre découverte du champ de bataille. La Main de Massige est un ensemble de collines qui dominent les environs. Une position stratégique pour laquelle Français et Allemands se sont battus avec âpreté, particulièrement en 1915. Dès le début de la guerre, on s'est battu pour les points hauts des lieux stratégiques, notamment en termes d'observation. Mais une nouvelle arme va permettre de connaître les positions et les mouvements de l'ennemi, l'aviation. Alors effectivement, l'aviation, c'est quelque chose de nouveau. C'est un sport mécanique au départ, mais qui intéresse d'emblée l'armée. Et lorsque la guerre se déclenche, il y a déjà une arme de l'aviation qui a quelques pilotes qui ont des méthodes extrêmement artisanales. Il y a des combats aériens où on tire au fusil en même temps que l'on conduit son avion. Et cependant, l'aviation va connaître des développements techniques extrêmement importants pendant la guerre parce que justement la guerre permet les progrès techniques. Et en quelques années, cette arme nouvelle connaît un essor considérable. Les missions se diversifient, des méthodes de combat se mettent en place et pour former les pilotes, des centres de formation sont créés. Quand le conflit éclate, l'avion sert d'abord au renseignement. Il épie les mouvements de l'ennemi au sol. Les pilotes jouent un rôle dans la victoire de la Marne. Avoir un coup d'avance, c'est l'obsession de l'état-major. Mais l'ennemi lance lui aussi des espions dans le ciel. Il faut les chasser. C'est ainsi que sont créées les premières escadrilles spécialisées. L'aviation, c'est la chasse et le bombardement. Les débuts des bombardiers nous semblent bien folkloriques. À l'époque, les pilotes embarquent des billes et des fléchettes en acier pour les larguer sur l'ennemi. On fabrique aussi des bombes jetées à la main. Tout ça n'est pas très efficace. De véritables bombardiers seront bientôt construits. En 1914, quelques dizaines d'avions sillonnent le ciel de chaque côté. À la fin de la guerre, ils seront des milliers. En 1915, une dizaine d'écoles de pilotage sont créées et la formation s'organise. À Longwy, on apprend la théorie, on est dégrossi avant d'être envoyé ailleurs pour apprendre à piloter. En 1917, il faut obligatoirement passer un examen pour accéder au brevet de pilotage. Et c'est à Longwy, à l'école technique d'aviation. Longwy, incontournable, a vu passer pendant la Première Guerre mondiale des aviateurs comme René Fonck, Georges Guilmer et le dessinateur Marcel Jean-Jean. La Première Guerre mondiale aura créé l'une des plus importantes bases aériennes de France, la légendaire BA-102 de Dijon. Avec la multiplication de ces escadrilles, les avions sont de plus en plus nombreux au-dessus de ces tranchées. Comment les fantassins percevaient-ils la présence de ces appareils au-dessus de leur tête ? Alors pour les poilus, eh bien, ces avions sont d'abord un objet de fascination et ils deviennent progressivement un objet d'angoisse. Fascination parce que quand on est embourbé dans tous les sens du mot dans les tranchées, qu'on vit une guerre qui a priori semble sans sens, eh bien, voir ces avions qui sont à la fois des nouveautés technologiques,
des preuves que le progrès humain continue et puis qui montrent l'individualité, la virtuosité des pilotes, c'est un objet effectivement de fascination. Et puis angoisse parce qu'au fur et à mesure des progrès techniques, les avions deviennent un danger pour les poilus. Un danger parce que, par exemple, quand un avion fait une reconnaissance au-dessus d'une zone de tranchée, ça peut annoncer un bombardement d'artillerie contre les tranchées. Et puis, ensuite, vous avez les mitraillages qui peuvent toucher les gens qui sont dans les tranchées. Donc on est vraiment dans une situation où le sentiment des poilus vis-à-vis de l'aviation change incontestablement. Y compris à propos de leur propre aviation, il y a des témoignages où les poilus se plaignent que les avions n'arrivent pas assez vite pour les défendre. Ben oui, bien sûr, parce que les combats aériens, ça permet effectivement d'éloigner les avions adverses. Malheureusement, on s'aperçoit avec le temps que ce sont deux mondes qui deviennent totalement différents l'un de l'autre. Le monde des poilus, c'est le monde de l'anonymat, où effectivement chacun tient sa place dans une tranchée, mais peut être remplacé par n'importe qui d'autre. Le monde des aviateurs, c'est le monde des as de l'aviation, où chaque individualité compte, où on cultive un certain aristocratisme, où chacun s'individualise. La presse, évidemment, prend les aviateurs comme modèle, ce sont des héros que les journaux encensent, ils ont leur mascotte, ils ont leur sobriquet, et tous ces gens-là, évidemment, suscitent un peu la jalousie de ceux qui restent englués au fond des tranchées. Merci Jean-François pour ces précisions sur cette grande guerre, et je propose de terminer avec deux autres extraits de nos histoires 14-18, un portrait croisé d'aviateurs, un Américain qui était engagé volontaire dans l'escadrille Lafayette, et l'as des as allemands, le Baron Rouge. Fils d'un esclave planteur de coton, Eugène Bullard quitte sa famille dès l'âge de 8 ans avec l'intention d'aller en France. Il erre un temps avec des gens du voyage, devient jockey, puis cible vivante dans une foire au Royaume-Uni et boxeur professionnel. En 1914, il se vieillit d'1 an pour intégrer la Légion étrangère française. Il combat aussitôt dans la Somme, en Champagne et à Verdun, où il est grièvement blessé en 1916. Convalescent, il est décoré de la Croix de guerre, mais il ne peut plus servir dans l'infanterie. Pourtant, Eugène Bullard veut continuer à se battre. Il entre dans l'aéronautique française et devient ainsi l'un des 2 premiers pilotes de chasse noirs de l'histoire. Il intègre le Lafayette Flying Corps, l'escadrille Lafayette, née ici, à Luxeuil-les-Bains, sous commandement français. Eugène Bullard vole avec un petit singe nommé Jimmy, abat 2 avions ennemis. Sa devise, All blood runs red, tout sang coule rouge. Richthofen est un as. Il a déjà abattu tant d'avions aux commandes de son Albatros. Aristocrate élevé dans la tradition prussienne, il a la chasse dans le sang. Le baron n'est pas un acrobate, d'autres pilotes sont plus habiles. Il est un maître tacticien, plein de sang-froid. Soleil dans le dos, il fond sur la proie qui s'est hasardée en territoire allemand. Les pilotes sont des artistes, grands buveurs, aimés des femmes. Richthofen fait exception. Cet ascète ne pense qu'au combat. Seule fantaisie, la compagnie de son dog Moritz. Quand il abat un ennemi, le baron prélève un trophée. Il fait porter des cigares aux pilotes abattus. Les Anglais admirent cet adversaire chevaleresque, chef d'un cirque volant. L'escadrille entière est peinte de couleurs vives. 21 avril 1918, Richthofen traque un néophyte. Ce pilote canadien en est à sa 3e mission. Le baron survole les lignes ennemies. Des tirs partent du sol. Une balle lui est fatale. Il a le temps de poser son avion et il meurt. Avec 80 victoires, le Baron Rouge entre dans la légende. « 14-18, une guerre démesurée, mondiale, totale, industrielle. Elle est à l'origine de changements dans de nombreux domaines. Elle a fait naître de grands espoirs au niveau sociétal et politique. Des bouleversements dont on mesure encore la portée 100 ans après. La matrice d'un monde nouveau, aux frontières redessinées, dans lequel nous vivons encore aujourd'hui.
100 ans après la fin des combats de la Grande Guerre, France 3 vous donne rendez-vous pour une émission spéciale depuis les principaux sites du conflit, afin de comprendre les changements au lendemain de la guerre. La fin des combats, l'armistice et après, émission spéciale, aujourd'hui à 15h10 dans votre région.